Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver dans BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. La CPI confirme la condamnation à 30 ans de prison contre l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda pour des crimes de guerre commis en RDC au début des années 2000. Le procès dans l'affaire George Floyd se poursuit après la diffusion hier d'images inédites des derniers instants de la victime. Elles brisent les stéréotypes et elles ne sont pas encore majeures. Au Ghana, des lycéennes construisent des robots déjà mondialement primés. Il est connu sous le surnom de Terminator. Bosco Ntaganda avait fait appel après sa condamnation en 2019 pour 18 chefs de crimes de guerre, 2 crimes contre l'humanité en RDC. Mais la CPI a confirmé aujourd'hui la condamnation de l'ex-chef de guerre à 30 ans de prison, la peine la plus lourde jamais prononcée par la juridiction de La Haye. Clarisse Fortuné. Bosco Ntaganda était un commandant de premier plan qui mobilisait et galvanisait ses troupes composées de rebelles. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants de différents groupes ethniques ont été tués, alors que les forces de Bosco Ntaganda tentaient de s'emparer de la région de l'Ituri, riche en minéraux. Dans les rangs des milices, des enfants de moins de 15 ans ont été enrôlés pour commettre des atrocités. Bosco Ntaganda restera dans l'histoire de la CPI comme la première personne condamnée pour crimes sexuels. Des femmes et des fillettes ont été kidnappées et utilisées comme esclaves sexuels. Les plus jeunes étaient âgés d'à peine 9 ans. Des enfants soldats ont été aussi victimes de violences sexuelles. Des violences reconnues comme un crime contre l'humanité et comme arme de guerre lors de ce procès. Une décision sans précédent qui permet désormais aux procureurs de ne plus prouver le non-consentement des victimes de viols et d'abus sexuels. Lors du procès, Bosco Ntaganda a rejeté le surnom de Terminator et a insisté sur le fait qu'il n'était ni un soldat ni un criminel. Mais des images insoutenables montrées par les procureurs ont révélé une toute autre réalité, celle de victimes, les yeux bandés, tuées à coups de machette et des femmes enceintes éventrées. La condamnation de Bosco Ntaganda pourrait faire figure d'avertissement pour ceux qui échappent encore à la justice. Plus de 60 000 personnes ont été tuées depuis que les violences ont éclaté il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, il est encore difficile d'évaluer l'impact de cette affaire dans une région aussi instable. Mais ce qui est certain, c'est son importance pour des milliers de survivants à travers l'Est du pays. Ils viennent de recevoir 30 millions de dollars de dommages et intérêts, une compensation pour les aider à se reconstruire, loin des atrocités du passé. Et après la décision de la CPI, les habitants de Kinshasa se sont exprimés au micro de Elodie Toto et Emery Makumeno. Écoutez. Là, il y a la condamnation qui tombe. Je crois que c'est une bonne chose. Et nous attendons peut-être les réparations. Si réparations il y a, comme tous les autres qui sont passés par ces pays. Je suis très content parce que Bosco Ntaganda a fait du mal au Congo. Quand même, il a enrôlé de jeunes gens et il a tué beaucoup plus de gens. Donc en tout cas, je suis vraiment très content. Je pense qu'il a récolté ce qu'il avait semé, comme il pensait que ce qu'il faisait était bon. Il est temps qu'il subisse les conséquences de ses actes, qu'il comprenne le bien et le mal. Il va se justifier auprès de Dieu, c'est tout. Aux États-Unis, le procès de l'ex-policier blanc accusé d'avoir tué George Floyd se poursuit. Hier, le procureur est revenu sur les derniers instants de la victime. Souvenez-vous, l'officier Derek Chauvin agenouillé sur le cou de George Floyd, des images qui avaient fait le tour du monde. Mais les avocats de la défense ont soutenu que c'était l'état de santé de George Floyd et sa consommation de drogue qui était à l'origine de son décès. Lamine Konkobo. Le début hier de ce qui promet d'être plusieurs semaines d'émotion et de tension pour la famille de George Floyd. Une famille condamnée à toujours se souvenir de la façon dont la victime a perdu sa vie. Nous avons besoin de justice. Je pense que tout au long de ce procès, c'est un mot que vous entendrez, moi et ma famille, dire encore et encore. Justice. Quelqu'un doit être tenu pour responsable. L'indignation suscitée par l'affaire fait de ce procès une mise en accusation du racisme systémique aux États-Unis. Mais les avocats du parquet ont commencé par ramener l'attention sur l'homme à droite ici sur ces images.
Cette affaire concerne M. Derek Chauvin et non qui que ce soit d'autre. Il ne s'agit pas d'une affaire concernant toute la police. Le parquet a montré au jury des images inédites de vidéosurveillance sur la mort de George Floyd. Il a aussi fait jouer la fameuse vidéo qui a fait le tour du monde. Les chiffres les plus importants que vous entendrez pendant ce procès sont 9, 2, 9. Que s'est-il passé au cours de ces 9 minutes et 29 secondes lorsque M. Derek Chauvin appliquait cette force excessive sur le corps de M. George Floyd? Dans sa déclaration liminaire, l'avocat de l'ancien policier a défendu la tactique de son client. Derek Chauvin a fait exactement ce pourquoi il a été formé au cours de ses 19 ans de carrière. L'usage de la force n'est pas joli à voir, mais il s'agit d'une composante nécessaire du maintien de l'ordre. La défense remet également en question un aspect fondamental de la mort de George Floyd, comme le soutient un avocat du syndicat de la police de Minneapolis. Les principaux arguments de la défense vont se concentrer sur la question de savoir si Chauvin a réellement causé sa mort. C'est une allusion à l'argumentaire selon lequel George Floyd, peu en forme, serait mort de toute façon. Un argumentaire qui passerait pour ridicule pour beaucoup de gens qui ont vu la vidéo. Eh bien, il n'y a pas que la vidéo dans cette histoire. C'est un morceau de l'histoire. Et c'est ce que le jury devra décider. Ces manifestations devant le palais de justice, explique notre correspondant, sont un rappel de la forte émotion que l'incident a suscité l'été dernier aux États-Unis et partout dans le monde. Mais en définitive, l'issue de cette affaire, l'une des plus importantes de l'histoire récente des États-Unis, se décidera par les 12 jurés. Désormais, le reste de l'actualité en bref et en images. L'armée française mise en cause au Mali. Selon une enquête des Nations Unies, la frappe aérienne qui a coûté la vie à 19 civils pendant un mariage à Bounti dans le centre du pays fin janvier est une bavure des troupes françaises, ce que rejettent fermement les autorités françaises qui maintiennent que la cible était un groupe de djihadistes. En Tanzanie, 45 personnes mortes et 27 blessées lors d'une bousculade au stade de Dar es-Salaam, selon le dernier bilan des autorités. La semaine dernière, des dizaines de milliers de Tanzaniens s'étaient rendus au stade Uhuru afin de se recueillir devant la dépouille du président John Magufuli. En Centrafrique, investiture du président Faustin-Archange Touadéra. Il a été élu pour un nouveau mandat de 5 ans après sa victoire à la présidentielle du 27 décembre, une victoire que rejette l'opposition. Depuis les élections, le pays est en proie plus que jamais à l'insécurité et à l'instabilité. Avez-vous déjà donné votre sang? Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique est très mauvais élève en la matière avec seulement 5,6 millions de dons par an contre 26 millions pour l'Europe. Alors pourquoi les chiffres sont-ils si faibles sur le continent? Reportage au Nigeria de Charles Momboulot, récit Pierre-Antoine Denis. Le sang, ce liquide vital qui coule dans nos veines. Au Nigeria, pays d'environ 200 millions d'habitants, on estime à 2 millions par an le nombre de dons nécessaires pour sauver des vies. Mais selon le service de transfusion sanguine, le pays n'en collecte qu'un demi-million, l'un des taux les plus bas d'Afrique. Alors pourquoi n'y a-t-il pas plus de donneurs? Lors d'une réunion virtuelle avec un groupe de défense, je comprends les défis rencontrés sur le terrain. La première question que vous posent les gens quand vous leur demandez de venir faire un don de sang, c'est on va me payer combien? Beaucoup vous diront, mes parents m'ont demandé de ne pas faire un don de sang. Ou j'ai combien de litres de sang dans mon corps pour faire un don. Ici, nous devons toujours expliquer, cajoler les gens. Il y a un mythe culturel. Dans beaucoup de cultures africaines, et pas seulement au Nigeria, il y a un mythe qui implique le sang et qui dit que si vous donnez votre sang à quelqu'un, cette personne héritera de votre destin ou de votre gloire. Ou alors, donner du sang vous rend faible. Sans un bon approvisionnement en sang, les hôpitaux ont du mal à aider leurs patients. Et certains meurent pour des raisons évitables. Selon l'OMS, en Afrique, près de la moitié des décès d'enfants liés au paludisme sont dus à une anémie grave et un tiers des décès maternels sont dus à des hémorragies, c'est-à-dire des saignements graves pendant ou après l'accouchement. Alayande Ayandoyin donne volontairement son sang depuis 2011. Il essaye d'encourager les membres de sa communauté à le faire également, mais c'est difficile.
La majorité des membres de la communauté, comme les jeunes, trouvent difficile de donner du sang. La question qui revient toujours, c'est qu'est-ce qu'on obtient financièrement en échange de notre sang ? Actuellement, la stratégie des ONG pour augmenter les dons consiste à faire de la publicité sur des panneaux d'affichage et à organiser des collectes. Mais pour les experts, c'est d'abord les préjugés qu'il faut combattre. Oyezola Adams, biochimiste de formation, met en avant les avantages pour la santé des donneurs eux-mêmes. Quand vous donnez du sang, votre corps doit automatiquement le remplacer. Et plus les cellules sanguines sont neuves, plus votre corps fonctionne bien. Parce que les cellules sanguines transportent des nutriments, de la chaleur, de l'oxygène dans tout le corps. Et plus elles sont fraîches, mieux elles vous servent. Pour ce jeune groupe de bénévoles, le travail visant à inciter davantage de Nigérians à donner volontairement leur sang se poursuit et ils continueront, quels que soient les défis. Qui a dit que les sciences étaient la chasse gardée des hommes. Au Ghana, des lycéennes défient les stéréotypes en construisant des robots et cela leur a valu une reconnaissance mondiale. Regardez. Le nombre de filles dans l'enseignement scientifique est encore très faible au Ghana. Mais les choses sont en train de changer. Jessica Hanson fait partie de l'équipe de cette école de Mamfi qui jouit d'une reconnaissance internationale. Dans une usine, les employés prennent un produit pour vérifier s'il est bien emballé ou non. Les êtres humains font déjà le travail, mais ils peuvent tomber malades, voyager, aller à des événements. Nous avons donc décidé qu'un robot pouvait accomplir cette tâche. Nous avons donc construit ce prototype d'usine. C'est ainsi que nous avons eu l'idée. Jessica a 16 ans, elle a développé un intérêt pour les sciences dès son plus jeune âge. Elle s'est par la suite intéressée à la robotique au lycée méthodiste, mais elle estime que le centre de robotique a besoin de soutien. Nous avons besoin d'imprimantes, nous avons besoin d'imprimantes 3D, nous avons besoin de kits robotiques pour en construire plus, car ce robot là-bas aurait pu en construire 2 ou 3. Situé dans la ville de Mamfi, dans le sud-est du Ghana, le club de robotique du lycée méthodiste a été créé il y a 8 ans et compte 55 filles qui étudient divers sujets, y compris les arts. L'équipe a remporté 2 concours mondiaux de robotique, le RoboFest en 2019 et récemment le Coders pour le codage de robots virtuels. Tout est question d'apprentissage axé sur la découverte. Permettre aux enfants d'utiliser leurs compétences, les connaissances qu'ils ont acquises en classe pour résoudre un problème mondial. Je n'enseigne pas, je ne parle pas beaucoup, je leur donne le problème à résoudre. J'interviens si cela devient difficile. Ils doivent se repencher sur le problème, collaborer en utilisant tout ce qui est à leur disposition pour trouver une solution. Au Ghana, peu de filles étudient les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, en partie à cause de l'idée reçue que le domaine des STEMs est réservé aux garçons. Le ministère de l'Éducation du pays a annoncé qu'il construisait davantage de centres scientifiques ainsi que 10 lycées qui se concentreront sur l'enseignement des STEM. Le gouvernement ghanéen a déclaré qu'il s'intéressait particulièrement à l'école méthodiste pour filles de Mamfi. Notre objectif est de leur fournir les installations dont elles ont besoin pour qu'elles puissent faire plus de robotique. En fait, en tant que ministre sous la conduite du président qui tient à promouvoir l'enseignement des STEM au Ghana, nous voulons que le lycée méthodiste pour filles devienne un lycée des STEM à part entière. De retour au lycée pour filles, les élèves comme Jessica Hanson sont occupés à construire de nouveaux robots. Les défis, Jessica et ses amis espèrent devenir la nouvelle génération d'ingénieurs en informatique qui transformera l'industrie informatique du Ghana et inspirera les autres à travers le continent. Et c'est le dernier jour des éliminatoires pour la CAN 2022 et encore 5 tickets à décrocher. 2 billets ont été décrochés lors des matchs de 14h pour l'Éthiopie et la Mauritanie. Les Mourabitounes sont allés s'imposer en Centrafrique 1-0 et l'Éthiopie peut remercier Madagascar qui en raison de son nul face au Niger ne jouera pas la CAN l'an prochain. Sur les matchs de 16h GMT, 1 point suffit aux Béninois pour se qualifier face à la Sierra Leone. Même scénario pour le Congo qui se déplace en Guinée-Bissau. Et puis à 19h GMT, on saura qui du Rwanda, du Mozambique ou du Cap-Vert s'emparera du dernier billet pour cette CAN 2022. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et à demain. Au revoir. Thank you.